Bonjour à tous, ici Maxime Tremblay de l'Épée Légendaire. Vous écoutez le chapitre 160 de l'Épée Légendaire, le podcast. Bonjour à tous, vous écoutez l'Épée Légendaire, le podcast, cette émission de balado-diffusion où on parle de jeux vidéo et de geekitude avec beaucoup de passion, et ce soir, on fait ça à l'heure. C'est rare, parce que d'habitude, j'ai tout le temps un petit quelque chose que je gosse, puis que je suis pas prêt, puis que ça marche pas, mais là, ça marche tout à soir, tout est beau, tout est parfait, ça va bien toi, Tony? Tout est beau comme moi. Ouais. Tu t'ennuies-tu de Mel? Oui, je m'ennuie de Mel, c'est moins beau quand Mel est pas là. Non, moi je m'ennuie pas de Mel. Mel, si tu nous écoutes... Va donc chez Lyon. Qu'est-ce qui se passe, Ben non, Max? c'est rien, c'est une face. C'est juste une blague. Je l'ai vu faire des... à moi... Écoute, c'est pas supposé, mais je pense qu'elle a commencé à tester le PlayStation VR elle aussi, puis je pense que ça se peut qu'elle m'a envoyé ça. Puis je sais pas si c'est diffusé encore. Fait que ça se peut que ça apparaisse un de ces quatre à un moment donné sur les internets. Fait que ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Ouais, moi aussi, c'est rien de spécial cette semaine. Je fais beaucoup d'Overwatch, comme d'habitude. J'ai eu le rang platine. Ah non, excuse pas le platine, le rang diamond, c'est encore plus haut. T'es trop fort. Ben non, je suis pas trop fort parce qu'il y en a qui sont comme vraiment meilleurs que moi. Mais là, ça commence à être cool parce que rendu au rang diamond, sur Xbox, sur PC, j'ai pas monté autant que ça encore. Mais ça donne top 14% au monde. C'est 86e percentile. Ça commence à être bon. Tu te dis que t'es meilleur que la moyenne. C'est le fun dans ce temps-là. C'est très, très, très raisonnable, très respectueux. Ouais, puis j'ai joué encore à Forza ici, là, une fois de temps en temps. That's it. J'ai même pas commencé Gears. Qui va être le sujet de ta critique à soir? Comment ça se fait que t'as pas commencé Gears? Ah, je sais pas, man. Je suis comme tellement dans... Quand j'ai le nez dans un jeu puis que ça me passionne, j'ai pas le goût d'en sortir. Ces temps-ci, j'avais pas le goût encore. Je me sentais pas prêt à enlever mes pantoufles d'Overwatch. Surtout qu'il y a tellement des beaux skins qui sont sortis pour l'Halloween. T'as sûrement vu ça passer. Ouais, mais je te dirais que moi, Overwatch... T'as lâché. Comme je dis, j'ai pas d'amis qui jouent. D'amis proches, je veux dire, qui jouent. Alors, j'ai débarqué. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est ça, je comprends. En tout cas, bref. Fait que sinon, ça n'empêche pas que c'est un super bon jeu. Non, c'est ça. Sinon, t'as joué à Gears 4 cette semaine? J'ai joué à Gears 4, qui va être le sujet de ma critique. J'ai surtout joué beaucoup à Dragon Quest 7, la quête des vestiges du monde, dont j'ai publié aussi ma critique au courant du week-end. J'ai beaucoup aimé, ça aussi je vais en parler probablement la semaine prochaine. Un long jeu, là, une bonne centaine d'heures à passer dans cette aventure-là. Et puis là, j'hésitais à soit continuer ou me lancer dans Yokai Watch 2. Et puis finalement, j'ai décidé de m'acheter Yokai Watch. Alors, c'est ça ça va être ça mon prochain jeu mobile. Je pense que tous les jeux qui sont faits par Level 5 sont tellement bien réussis. Ouais. Même si ça s'adresse à un public plus jeune, je pense que c'est les graphiques puis le style visuel puis juste, je sais pas, je trouve les personnages sont le fun dans ce jeu-là. Alors, j'ai bien hâte de voir les changements qui ont été apportés avec le deuxième jeu. Ouais, puis moi, j'avais pas joué à l'édition précédente parce que c'est toi qui avais fait le test. Ça fait pas tellement longtemps que le jeu précédent était sorti, ça fait 1 an seulement, me semble. Ouais, exact. Mais dans le fond, c'est que les jeux sont sortis quand même à un intervalle qui avait de l'allure dans le temps en leur sortie originale au Japon. Je pense qu'il y a comme à 2 ans d'intervalle. Mais là, finalement, maintenant qu'ils sont rendus au 3e opus, ils ont commencé à les sortir en Amérique du Nord. Donc, on a vu l'an dernier le Yokai Watch 1. Oui. Cette année, Yokai Watch 2, j'imagine, dans les prochains mois, Yokai Watch 3 aussi. Là. Oui, c'est vrai. Là, tu me rafraîchis la mémoire. Et sinon, tu as joué à Dragon Quest. Ouais, c'est ça. Dragon Quest que j'ai beaucoup aimé. Je vais en parler encore plus la semaine prochaine. Ouais. Je joue toujours encore beaucoup à Destiny Rise of Iron. Et puis, j'ai fait l'épisode 2 de Batman Telltale Game Series dont je vous parlais il y a pas si longtemps. Ouais. Wow, le 2e épisode est vraiment bon. J'ai hâte au 3 qui va sortir la semaine prochaine. T'es un gros fan de Telltale Games, hein?
Je suis un gros fan de Telltale, puis à chaque fois je me dis ça suffit, je vais me tanner, c'est trop, c'est tout le temps la même affaire, mais à chaque fois ils trouvent le moyen de me raconter une histoire qui me captive puis que je trouve super intéressant. Ouais. Non, c'est tout le temps cool dans ce temps-là. Puis comme je l'expliquais en avant show, parce qu'on jase tout le temps, j'ai pas commencé à jouer à Gears 4 de mon côté parce que je joue encore Overwatch. Mais ce que je trouve fun, c'est que quand on trouve un jeu qui nous fait bien, ben, on ressent pas nécessairement le besoin d'aller jouer à d'autres choses, fait que c'est plus économique. Puis il y a le fait que ben, quand on décide après ça de laisser ce jeu-là puis d'aller vers d'autres choses, les jeux qu'on a passés à côté, ben, ils vont nous coûter moins cher. Fait que, exact. Ouais, fait que si vous êtes patient comme gamers, ça va vous coûter moins cher. Sauf dans le cas de Nintendo, je trouve que les prix sont toujours assez élevés. C'est rare que tu vois des baisses de prix des jeux Nintendo. Ouais, on en voit de temps en temps, mais c'est vrai que c'est moins fréquent là-dessus. Tu as absolument raison. Je suis entièrement d'accord avec toi. Prendre le temps de remercier des gens qui sont avec nous, notamment Texter qui est sur le chat de Twitch, Butor, Dragon, Martinet, Mike de Course, Ornatigo, Reddy Milk. Pardon, je m'excuse, j'ai complètement massacré ton nom, et d'autres personnes encore. Donc, merci à vous tous d'être avec nous sur le show ce soir. On va passer tout de suite à ton test Gears of War 4. Ah non, avant qu'on passe à ça. Avant qu'on passe à Gears of War, j'aimerais parler de Curse, parce que on l'a annoncé déjà la semaine dernière qu'on a fait un serveur Curse. Le serveur Curse, c'est quoi? C'est une application qui nous permet de jaser avec vous. Oh, j'ai pas le bon bureau, je vais mettre ça ici. Qui nous permet de jaser avec vous. Fait que c'est ça ici, c'est un serveur de l'épée légendaire. À l'intérieur, vous allez trouver un lobby où est-ce que tout le monde peut parler. Et puis, il y a un lobby des annonces où est-ce qu'il y a juste nous, les administrateurs, qui peut parler. Fait que l'idée, à quoi ça sert, c'est de rapprocher la communauté. Essentiellement, c'est qu'on puisse rester connectés ensemble, même quand il n'y a pas de podcast. Si vous avez des questions à nous parler directement, vous pouvez les poser directement dans le chat de Curse, au lieu d'aller sur Facebook ou quelque chose comme ça. Ça, vous allez le trouver directement. C'est du chat, c'est direct. C'est comme Discord, c'est comme TeamSpeak, c'est comme Skype. Ça fait tout ça aussi. Donc, puis, ce qui est le fun, c'est que l'application permet aussi de donner la notification quand on rentre en ligne sur Twitch aussi. Donc, comme là, vous le voyez en haut, c'est écrit l'épée légendaire est en direct, et parce que on est en ligne sur Twitch, donc là, ça l'écrit. Puis si je clique dessus, ben, ça m'amènerait directement sur Twitch vers ça. Fait que c'est une bel intégration, c'est un bel outil de communauté. Moi, j'aime bien ça. Honnêtement, je trouve que c'est un bel outil qu'on s'est doté, puis c'est très, très intéressant. Puis j'espère que vous en profiterez. J'espère que vous allez en profiter avec nous, que vous allez vous inscrire à Curse. On va partager le lien. Je vais le repartager tout de suite directement sur le chat de Twitch pour les gens qui sont avec nous. Mais aussi, évidemment, vous allez retrouver ce lien-là dans les notes de la balado. Donc, je vous invite à venir faire un petit tour puis jaser avec nous toute la semaine sur Curse, même quand on n'est pas là. Voilà. Fait que si on passe, Anthony, le test de ce soir, parce que cette semaine, c'est Gears of War 4 qui est en vedette. Ça se passe 25 ans après Gears of War 3. Et puis, on retrouve certains personnages de la franchise originale. Oui, surtout Marcus Phoenix qui est de retour. En fait, ce qui était le fun au début du jeu, c'est que bon, on célèbre un peu les 25 ans de la fin de la guerre, puis on découvre un peu le nouveau régiment qui est en place en introduction. Puis durant cette introduction, on se met dans la peau d'un des généraux de la guerre qui s'appelle Lieutenant Hoffman, et puis on revit un peu des bagarres qui ont été vraiment importantes durant l'aventure de Gears of War. Quelques instants comme ça, peut-être une petite 35-40 minutes d'introduction comme ça, qui pour moi était aussi un espèce de dernier adieu à la race des Locusts, aux ennemis pendant cette introduction-là. C'était le fun de voir ces graphiques-là sous le Unreal Engine 4, qui est super beau d'ailleurs. Donc c'était le fun de revoir ces ennemis-là dans une nouvelle présentation, une présentation vraiment console next-gen. Parce que Gears of War 4, en premier, bon, je vais vous parler un peu de l'histoire, mais en premier, je voulais vous parler un peu, pendant que je suis dedans, des graphiques. Le jeu est vraiment super beau. Les cinématiques, c'est dans les plus belles que j'ai vues. D'ailleurs, si vous avez pris le temps de voir les cinématiques de lancement qui s'en venaient, là, c'est vraiment de toute beauté. Puis en plus de ça, on a Monsieur Ramin Djawadi qui a fait la trame sonore pour la dernière saison,
pour pas mal de saisons de Game of Thrones. Donc il fait vraiment un super beau boulot, ça te rentre dans l'ambiance, puis avec le bruit des ennemis en plus, on dirait que durant l'aventure, là, tout le temps, c'est toujours bien timé au bon moment pour que vraiment tu t'immerses dans l'aventure, puis que tu te sens que l'adrénaline monte, puis que tu as le goût de détruire les ennemis. Tu sens que tu es dans le trouble, puis tu veux aider essentiellement. Ouais, exact, parce que tu sais, Gears of War, c'est le genre de jeu qui a beaucoup d'action du début à la fin, là, vraiment, là, c'est une journée que t'es fâché contre des clients, ou t'es tanné de ta job, ou t'es tanné de ta boss, ou, ben, regarde, tu rembarques dans l'aventure, puis tu commences à massacrer une tonne d'ennemis. Évidemment, il y a toujours les armes qu'on a toujours connues dans Gears of War, dont le Lancer avec l'espèce de tronçonneuse, là, qui est vraiment ensanglanté, mais en plus, t'as des nouveaux mouvements qui sont très cool. Maintenant, tu peux te promener, courir vers les ennemis, puis sauter par-dessus les obstacles pour les attraper, sortir l'ennemi derrière l'obstacle, puis commencer à les frapper, à les stabber, à les frapper avec ta dague, donc vraiment les achever rapidement. Ça amène un petit peu un effet on dirait qu'il manquait ça à Gears of War depuis le début de la série, là, quelque chose qui rendait des fois, tu sais, t'étais les deux ennemis, puis toi, vous étiez derrière l'autre, derrière le même obstacle face à l'autre, mais il y avait pas comme la façon d'aller le chercher derrière, puis de le prendre, puis commencer à le tuer rapidement. Fait qu'ils ont fait cet ajout-là, puis évidemment, l'ennemi peut vous le faire, donc ça peut toujours vous mettre une très belle surprise. Mais qu'est-ce qui est le fun dans Gears of War? Bon, mais c'est que c'est un nouveau départ, comme je dis, c'est 25 ans après les histoires de la fin de la trilogie. Donc, on a le droit à une nouvelle équipe qui est formée de JD, le fils de Marcus, qui est formé de sa copine Kate, et aussi de Dell, qui est un autre membre de l'équipe, qui est quand même le fun dans l'équipe. Dans le fond, comme dans tous les Gears of War, t'as tout le temps envie de faire partie un peu du groupe, parce que ils sont vraiment contents quand ils éliminent des ennemis. Ils ont des interactions, des discussions vraiment drôles. Et puis là, ce que j'aime, c'est le côté un peu famille qu'on a dans ce jeu-là, parce que bon, JD a pas vraiment le choix de se retourner vers son père Marcus, même s'il essaie de prendre une autre direction que lui, parce que la mère de Kate, sa copine, s'est fait kidnapper par vraiment une race qu'on sait pas trop, des ennemis étranges dont je vais parler un peu plus loin. Et puis là, il a vraiment pas le choix, il faut qu'il se retourne vers son père. Il sait que son père, il a beaucoup de vécus, puis il en a connu des vertes et des pommures. Il en a tué des locus, en tout cas. Exactement, il en a tué des ennemis, fait qu'il a pas le choix, il faut qu'il se retourne vers son père. Puis bon, les deux, ils ont une relation un peu difficile. On voit que JD a peut-être pas pris la direction que Marcus voulait, puis que Marcus il est juste fatigué par la vie en général, qu'il a pas eu les dernières années qui ont pas été faciles. Et puis c'est drôle parce que quand on le rencontre la première fois, on ouvre la porte de l'espèce de petite grange dans laquelle il habite, puis lui il est là, puis il est assis devant sa télé, puis il te regarde, puis il sait qu'il avait installé un système de vidéosurveillance, fait qu'il sait que tu t'en venais, puis il était juste là comme « non, même pas encore de l'action, je suis tanné un peu », mais finalement, écoute, il voit bien que son fils a besoin d'aide, fait qu'il embarque dans l'aventure, puis let's go. Bon, dans Gears of War 4, on a aussi droit à une nouvelle menace, donc deux nouvelles races d'ennemis, on peut dire, en quelque sorte. Ce qui arrive dans l'histoire de l'humanité dans Gears of War 4, c'est que le gouvernement qui est en place, le COG, veut vraiment essayer de protéger les restes des humains qui sont toujours en vie. Donc, ils les encloîtrent derrière des méga murailles, des énormes. Et puis, ça fait un petit peu un régime dictateur, un peu si on veut, un régime totalitaire. Puis, une des personnages qui est comme la nouvelle personne qui est à la tête du COG, c'est Jin. Et puis, elle est vraiment pas en faveur, elle aime vraiment pas JD parce que JD a quitté son groupe et puis a décidé de s'allier à un groupe de rebelles, si on veut, qui s'appelle les Outsiders et qui s'amuse à un peu aller chercher des rations à l'intérieur des grandes villes. Puis elle, ce qu'elle a fait pour essayer de contrer puis protéger les humains, c'est ils ont créé une espèce de grosse armée de robots. Donc pendant la première partie du jeu, JD s'en va continuer de piller une des villes pour aller chercher des rations. Puis durant
durant ce pillage, ben là, ils commencent à se combattre contre ces robots-là. Puis ces robots-là sont différents de ce qu'on a vu auparavant parce que vraiment, eux, tout ce qu'ils cherchent, c'est à vous éliminer. Donc, ils font juste courir en notre direction. Puis, il n'y a pas de crier Surrender now, lâchez vos armes, puis ils font juste courir en ligne droite. Donc, c'est drôle, c'est une autre dynamique. Puis, c'est vraiment des ennemis qui sont très différents des Locust. Puis, ben, un peu plus tard, on rencontre aussi les Swarms, qui là, c'est comme un petit peu une version zombie des Locusts. Il y a plein de Swarms différents, dont un qui c'est les Pouncers. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eux, c'est ils sautent vraiment partout. Puis, à un moment donné, ils avalent ton personnage, puis il y a une espèce de tentacule dégueulasse qui sort de la bouche. Là, ça a vraiment l'air des gros zombies. Puis, à un moment donné, ils viennent chercher tes personnages. Fait qu'il faut rapidement que tu le tasses. Évidemment, il faut que tu réagisses rapidement avec le bouton B pour les frapper puis s'enlever de là. Puis sinon, t'as les autres qui sont les Juvies qui, eux, ils sautent de gauche à droite sur les murs super rapidement. Donc, eux, tout de suite, il faut que tu sortes ton shotgun puis tu commences à les éliminer de proche. Donc, c'est un autre type d'ennemi qui était le fun. Puis en dernier lieu, je pense que c'est les Carriers. Les Carriers, eux, vraiment, ils vont prendre un des personnages dans ton équipe, ils vont le mettre dans leur bouche puis ils vont essayer de s'enfuir avec lui. Fait que tout de suite, rapidement, là, il faut vraiment que tes coéquipiers ou toi réussissent à tuer rapidement l'espèce de bouche qui tient, qui va réussir à vous capturer. Sinon, ben, il peut s'enfuir puis juste vous tuer. D'ailleurs, la première fois que je l'ai rencontré là, je suis mort assez facilement avec brutal. Ça. Ce qui est cool aussi avec Gears of War 4, c'est que oui, c'est un opus très sombre, très mystérieux. À partir de la moitié du jeu, là, on commence à découvrir vraiment les dessous de Sarah, puis vraiment on va plus profond dans la terre, puis dans un petit peu l'environnement pour essayer de découvrir d'où viennent les Swarms. Mais durant la première partie du jeu, puis même vers la fin, on voit vraiment plus de verdure. On voit qu'après tout ce qui s'est passé, tout le bordel, toute l'espèce de le cataclysme qui a eu lieu à la fin de Gears of War 3, qui a vraiment radié toutes les Lambden puis les Locust, laisse maintenant aujourd'hui place à la verdure parce que la nature prend un peu le dessus sur tout ce qui a été détruit. Et puis c'est le fun de voir un petit peu des patchs de verre un peu à gauche et à droite, même que la première fois que j'ai visité j'ai le nom en français, le settlement, mais l'endroit où est-ce que la population vit, c'est super vert, c'est super beau, on dirait, tu sais, tu peux croire que les gens vivent là-dedans, puis c'est beaucoup moins dark, mais là, plus tu avances, plus le jeu est super sombre, plus il y a un nouveau élément qui a été ajouté, c'est les wind flares, cette espèce de mélange de tornades, puis de tempêtes qui vraiment tempêtes d'électricité qui viennent de temps en temps attaquer tes personnages. Fait que là, rapidement, il faut que tu les évites. Ça amène beaucoup d'effets de lumière. C'est comme un effet secondaire de justement le gros cataclysme qu'il y a eu à la fin du jeu. Puis ça amène vraiment il faut que tu te combattes contre le vent. Puis l'effet du vent est super bien fait, même sur tes armes, sur tes mouvements. Donc, c'est comme il y a un mélange des deux. Oui, c'est un Gears of War qui est plus vert que jamais, mais c'est aussi un opus qui est très sombre et mystérieux, surtout la provenance des nouveaux ennemis là, qui sont vraiment très cool. Ouais. Au niveau du gameplay, on a encore un jeu qui est un jeu de tir à la troisième personne, caméra épaule, donc très très proche du personnage, mais à la troisième personne quand même. Encore un système de cover aussi, où est-ce qu'on doit se cacher derrière les boîtes. Donc, on se cache, on se lève, on tire des ennemis, puis on progresse, on saute par-dessus, puis on avance. Puis ce qui ajoute justement à la fluidité, c'est ce que je disais, c'est que des fois, tu rushes vers les ennemis, puis tu as le bouton où est-ce que tu peux aller les chercher tout de suite derrière le cover, puis les sortir, puis commencer à les frapper. Ouais. Donc, ça ajoute un peu de fluidité à la jouabilité. C'est vraiment très cool. Tu peux même faire des kicks par-dessus les obstacles. Ouais. Le solo, t'as pris combien de temps à compléter environ? 7 heures à peu près. Ah, c'est quand même relativement court pour un solo, hein? C'est une campagne de Gears, ça a toujours été 7 heures, 8 heures. Moi, je me rappelle toutes les Gears, là, j'ai commencé le matin, puis le soir, j'avais fini. Ça a toujours pas mal été ça dans Gears of War. OK. Puis le premier, pas le premier, mais ce que j'allais dire, c'est que j'ai oublié mon idée. Oublie ça. C'est pas grave, c'est pas tellement important.
évidemment, pour compenser ça, tu as un multijoueur aussi qui est très intéressant, dont le nouveau mode Horde 3.0. Ouais, exact. Un multijoueur qui est vraiment complet. Là. Moi, quand je joue à un multijoueur, j'ai souvent envie de. Des fois, oui, ça me tente mon côté compétitif, mais des fois, j'ai envie de relaxer, puis vraiment là, prendre mon temps, puis avoir du fun avec ma gang de chums, puis pas trop stresser. Fait que jouer au mode Horde 3.0, vraiment, c'est tes 5 amis contre 50 vagues d'ennemis, une après l'autre. Donc, oui, c'est quand même stressant, mais au moins, c'est des ennemis, c'est l'intelligence artificielle. Tu peux prendre ton temps, c'est pas trop stressant, même si vers la fin, là, ça commence à être la panique. Puis chaque personnage a une classe différente, donc tu peux jouer 5 classes différentes. Moi, j'ai vraiment aimé jouer le sniper puis l'ingénieur, c'était vraiment le fun. Puis tu vas voir que dans le jeu, ça te prend un ingénieur, c'est vraiment important. Mais en même temps, tu sais, dans le fond, tu cherches juste à avoir une bonne synergie. Puis toutes les classes sont vraiment très importantes pour le groupe. Là. Ouais. Ma question pour le solo, ça vient de me revenir. Si quelqu'un veut refaire le solo une seconde fois, est-ce qu'il y a un intérêt à le faire? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut aller chercher, débloquer? T'as des petits tokens à aller chercher à gauche et à droite, là, mais c'est rien qui va vraiment ajouter beaucoup à ton expérience. Ça va être vraiment pour le gars qui veut. C'est du collectionneur. Ouais, exact. Ouais, cool. C'est pas nécessaire. C'est pas une nécessité. Puis sinon, si vous préférez vraiment être plus compétitif, là, vous pouvez aller voir vers le mode Versus, qui lui, là, il offre un total de 8 modes super diversifiés. Donc, t'as du choix là-dedans. Moi, je recommande le mode Arms Race parce que Arms Race, chaque équipe doit faire 3 kills avec chaque arme. Donc, il part avec un première arme, il passe au deuxième, troisième, puis jusqu'au dernier. Donc, c'est vraiment, on passe à travers les 15 armes différentes du jeu. Ça vaut la peine, c'est une bonne façon d'apprendre comment chacune d'elles peut être utilisée. Donc, c'est un bon petit cours rapide là, qu'on peut faire. Mais en général, là, j'avais publié un article il n'y a pas trop longtemps là, qui parlait vraiment en détail du multijoueur. Puis c'est ça qui m'étonne, c'est à quel point il est complet. Puis il y en a pour tout le monde. Là. Il y a un système de classement aussi qui a été très bien fait. C'est Microsoft qui a mis de l'avant un nouveau système pour le matchmaking qui soit plus proche. Donc si t'es plus casual, là, ils vont s'arranger pour te trouver une game rapide. Mais si t'es plus compétitif, là, ils vont s'arranger pour peut-être ça va te prendre un peu plus de temps, mais tu vas être matché avec quelqu'un qui est de ton niveau. Là. Puis est-ce que t'as un mode compétitif aussi avec un ranking et tout? Ouais, exact. Jusqu'à platine, 5 rankings différents. Puis évidemment, c'est tout de suite, toujours, c'est le but, c'est d'arriver au maximum. Là. Je pense si je me trompe pas, je me semble c'est Diamond ou Platine, là, le dernier rang, comme tous les jeux de multijoueurs ces temps-ci. Ouais, c'est rendu un standard. Oh oui, c'est de plus en plus standard. Je trouve ça très bien. Moi, honnêtement, ça me pousse à continuer mon expérience d'Overwatch aussi. Donc, Puis ce qui est cool, c'est que c'est pas trop un pay-to-win non plus. En fait, vraiment pas. Pour les modes compétitifs, tout ce que tu peux avoir comme en obtenant des cartes, là, c'est du cosmétique. Tandis que si pour le Horde 3.0, ce que tu obtiens, c'est plus des perks qui vont, mettons, tu vas faire plus de damage en faisant un headshot ou tu vas avoir pour un ingénieur, créer des barrières va te coûter moins cher. Donc c'est un peu aller chercher ces cartes-là. Donc comme tu joues en équipe, c'est pas compétitif, tu joues avec tes amis, ben tu sais, dans le fond, celui qui dépense, ben c'est payant pour tout le monde, fait que tout le monde est content. Alors fait que c'est ça. ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion de jouer avec une Xbox One S puis une télé 4K? Oui. HDR? Ouais. Pas HDR. Justement, j'étais curieux. Je l'ai vu, par exemple. Je l'ai vu quand j'étais au studio à Vancouver. Puis honnêtement, c'est vraiment les noirs sont plus foncés, sont vraiment noirs. Tu vois les teintes. Puis quand c'est quand il y a plus de couleurs, surtout la lumière, je te dirais qu'au niveau du feu, on voit vraiment la différence dans les teintes. J'ai vu vraiment un comparatif là, 2 télés une à côté de l'autre pour voir la différence. Puis tu sens la différence. Là. Moi, honnêtement, ça me fait un petit peu suer. J'ai acheté ma télé à la fin de l'année dernière. Puis c'était juste les télés d'après qui commençaient à avoir le standard HDR. Ouais. Donc moi, honnêtement, je vois plus la différence entre HDR puis pas HDR qui est entre 1080p puis 4K. Ouais, c'est vraiment au niveau des couleurs, hein. Ben exact, c'est pour ça, c'est tellement plus, tu le vois frappe, plus. Exact, c'est ça. Voilà. Donc, c'est un des premiers jeux aussi sur Xbox qui supporte cette fonctionnalité-là avec Forza Horizon 3. Donc, puis ça s'en vient de plus en plus. C'est des fonctionnalités qu'on va venir, qu'on va profiter. Ce que je trouve cool aussi avec ce jeu-là, c'est que, tu sais, c'est le genre de jeu que la campagne, j'ai le goût de la faire sur ma grosse télé, puis le multijoueur, je le ferais sur mon ordi, fait que, bang, t'as Xbox Play Anywhere, tu vas essayer ton ordinateur, moi qui load le 4K, je vais essayer ça sur
sur mon ordinateur, profiter un peu des graphiques, profiter du 60 FPS sur un bel écran d'ordinateur sur des serveurs stables dédiés. Donc, ouais, ça vaut la peine. C'est cool. J'adore Xbox Play Anywhere pour ça. Ouais, non, ça c'est vraiment une belle feature. Puis, je pense je pense que c'est le genre de jeu qu'ils peuvent supporter aussi dans le futur quand Scorpio va sortir. Pour sortir des patchs pour ça. Donc j'ai l'impression que l'engin est là pour ça parce que on supporte le 4K et le 60 FPS sur PC. Donc yes. Un excellent jeu, Anthony. T'as l'air d'avoir bien du fun à ça. Moi, en tout cas, il y a David, mon ami, qui arrête pas de me dire lâche Overwatch puis viens jouer à Gears avec nous autres. J'avoue qu'il faudrait que je le fasse. Faudrait que je le fasse. Quelle note tu donnes? Ah, excuse-moi, je viens de voir que je m'étais mute. Quelle note que je donne? Écoute, je donnerais moi j'ai donné un bon 9 sur 10 parce que je trouvais que l'expérience vraiment là, t'en avais pour ton argent avec Gears of War. Comme je te dis, multijoueur, single player, campagne super intéressante, les graphiques vraiment fantastiques. Un nouveau départ, nouveau studio, puis vraiment ils ont fait un bon boulot. Je suis vraiment surpris parce que c'est un studio d'à peine, ils sont pas rendus encore à 300 personnes, puis on fait vraiment un jeu AAA là, qui en vaut la peine. Puis quand tu regardes en même temps qui est rendu à la tête du studio, Rod Ferguson connaissait très bien la franchise, avait travaillé sur toutes les autres Gears et même sur BioShock Infinite. Donc c'était quand même pas n'importe qui en lesquels ils mettaient les mains, puis ils ont fait du très bon boulot, puis c'est très bien réussi. Moi honnêtement, je préfère la direction que Gears of War prend que celle de Halo. C'est vraiment c'est pas peu dire là, pour moi. Oui, c'est pas peu dire, mais en même temps, je trouve ça le fun, moi, qu'on relance cette franchise-là avec un nouveau studio, et que le nouveau studio, les personnes, on voit qu'ils aimaient la franchise, puis ils ont respecté ce qui avait été fait dans le passé, sans tout casser nécessairement, tu sais. Dans le sens que, te rappelles-tu quand on a mis Gears of War dans les mains d'un autre studio pour la première fois, puis ils nous ont fait Gears of War Judgment, qui était une espèce de prequel, ben ça n'a pas nécessairement fonctionné autant que les joueurs auraient voulu. La déception était palpable à ce moment-là. Je trouve que le fait d'y aller vraiment avec une nouvelle génération, de faire une coupure dans le temps, qu'on fait quelque chose de beaucoup plus loin, mais qu'on se permet des références au passé, avec de ramener quelques personnages, c'est un peu comme on a fait avec la franchise de Star Trek, avec J.J. Abrams, où est-ce qu'on... Mais exact, justement, là-dedans, dans celui-là, il y a beaucoup de clins d'œil, là, tu vas voir. C'est sûr que c'est une nouvelle équipe, fait qu'à la limite, si t'as pas joué, si tu connais un petit peu en survoler l'histoire des Gears of War, tu vas facilement t'y retrouver. Mais il y a des petites parties, là, surtout à la fin du jeu, là, que si t'as joué à la franchise, tu vas être content de retrouver certains personnages. Ouais, puis on passera pas sous le silence aussi que si vous achetez la version ultime, on vous donne Gears of War 1, 2, 3 et Gears of War Judgment, en plus de Gears of War 4. Maudit bon bundle. Ouais. C'est quand même excellent. Moi, je vais faire les autres avant, je pense. Je pense que je vais faire Gears of War 1, 2, 3 avant de faire le 4. Mais peut-être pas Judgment. Tu fais bien. Ouais, Judgment, honnêtement, c'est pas un must, c'est pas nécessaire. Puis en plus, le 1, tu peux jouer à l'édition ultime. Ouais, je l'ai, j'ai déjà commencé, j'ai juste pas terminé encore. Même si, mais tu vas voir la différence entre l'édition ultime puis Gears of War 4 qui roule pas sur le même engin. Vraiment, Gears of War 4, c'est Unreal Engine 4. Ça a été fait à la base, là, vraiment de retravailler à zéro. Puis tu le vois, là, c'est de toute beauté. Yep. Cool. Donc, un 9 sur 10 pour Gears of War 4. Belle recommandation d'Anthony. Un beau jeu à jouer sur votre PC ou votre Xbox One standard ou Xbox One S ou les deux, parce que si vous l'achetez numérique, vous l'avez partout. Fait que ça arrête la question. Puis d'ailleurs, c'est Xbox Play Anywhere, donc multijoueur partout aussi. Hein? Exact. Histoire de vous faire démolir par les gamers PC. Cool. Merci, Anthony. On va terminer le show avec deux petites nouvelles courtes, parce que là, maintenant, vous savez, on fait des émissions beaucoup plus courtes. Ça fait partie du deal pour qu'on le fasse une semaine. Puis, ironiquement, c'est pas arrivé encore qu'on faisait vraiment une émission plus courte. Mais là, ce soir, ça va être le cas. En bref, première des choses, ça. Rockstar Games qui publie cette photo-là ce matin, qui est manifestement une photo qui rappelle beaucoup Red Dead Redemption. Donc, on pense... On n'a pas on n'a pas de confirmation, évidemment, mais tout le monde pense que c'est un teaser pour Red Dead Redemption 2. Fait que, soit une version HD du premier, soit une suite. En fait, ça serait Red Dead 3, techniquement. Ouais.
Même si peu de monde ont joué vraiment au 1, là, même si tout d'un coup tout le monde dit c'est le 3, j'ai joué au 1, blablabla. Non, je crois pas. Là, la moitié, tout le monde a joué seulement à Red Dead Redemption. Red Dead Revolver, là, c'est quand même assez rare le monde qui ont joué à ça. Non, c'est ça. Puis je suis curieux. Écoute, moi j'espère que ça va fonctionner. On dirait que c'est la semaine des rumeurs. Je sais pas si t'as vu aussi la rumeur passer sur la possibilité d'avoir un Diablo 4. Ah non, j'ai pas vu ça. T'as pas vu ça? Non. Oh, il y a beaucoup de teases sur Diablo 4 ces temps-ci. Les gens hésitent en savoir justement un petit peu la même chose que Red Dead. Est-ce que c'est un remake de Diablo 2 ou est-ce que ça va être vraiment Diablo 4? Parce que ça a été long. Ça a été long avant d'avoir Diablo 3. Moi, j'aurais l'impression qu'on s'en viendrait plus avec un espèce de bundle remaster de Diablo 1 et 2. Moi, je pensais qu'il allait sortir une expansion Diablo 3 parce qu'initialement, il y en avait 2 qui étaient planifiés. Si je me trompe pas, on a eu un. Je sais pas. Oui, je suis pas mal sûr de mon affaire. Ouais. Alors, c'est ça qui m'attendait. Ouais. Mais là, si tu lis, là, tous les gros sites de gaming parlent que 2016, c'est le 20 ans c'est l'annonce du 20 ans de Diablo, qu'au BlizzCon qui s'en vient très bientôt, on va peut-être annoncer soit un remake du 2 ou le 4. Moi, je trouverais pas ça fou de relancer parce que le 3 a tellement un lancement difficile que de lancer un 4 comme ça, qui tout de suite va être console et PC, un peu comme Overwatch, why not? Moi, j'embarquerais, puis je suis sûr que j'ai plein d'amis qui embarqueraient. Le 3 était vraiment, vraiment bon sur PC, sur console, avec des amis, sur Couch Co-op. T'as raison, le lancement avait été difficile. Le lancement avait été difficile, mais ils se sont très, très bien repris. Par exemple, pour moi, c'est important de faire la nuance parce que je trouve qu'ils ont très, très bien géré la situation. Ils se sont très bien repris. Ils ont écouté la communauté. Blizzard écoute énormément la communauté. Puis aujourd'hui, c'est un jeu qui roule encore avec des nouvelles saisons pour faire des nouveaux rifts à toutes les nouvelles saisons, essentiellement. Donc, le problème, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de gens. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas suivi par la suite. Moi pis toi, on est des gamers. C'est sûr qu'on a suivi. Moi, j'ai plein d'amis qui avaient acheté Diablo 3 sur PC puis qu'ils n'ont jamais pris le temps d'aller le découvrir sur console, d'aller découvrir l'expansion. Puis je pense que c'est pas les seuls. Puis le couch gaming sur console était très cool. Exact. Là-dessus, t'as raison. Je t'ai coupé quand tu l'as dit tantôt, mais c'était vraiment, vraiment excellent pour ça. Fait que bon, on parlait de Red Dead, mais on s'est laissé emporter parce que c'est le temps des rumeurs. Oui, c'est le temps des rumeurs. Parlant de trucs que j'ai trouvé cocasses cette semaine, on va sauter là-dessus la rapide. Savais-tu qu'il était possible de jouer au PlayStation VR sur Xbox? Ça, c'est quand même drôle. C'est très drôle. Moi, ça m'a fait rire quand j'ai vu la nouvelle. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que le PlayStation VR, c'est une technologie qui vous affiche une TV d'en face. T'sais. C'est un module où est-ce qu'on envoie un pré-processing d'image. Puis si c'est une image standard, il vous l'affiche dans l'écran. Donc, tout le reste, c'est le processing pour la détection du mouvement de la tête, des choses comme ça, puis afficher les menus. Bon. Quelqu'un, à un moment donné, s'est dit « Hey! Ça finit juste avec une prise HDMI que j'envoie dans la console. Je vais l'essayer sur mes autres consoles. » Fait qu'il a branché sa Xbox One, puis il a joué sur la Xbox One avec le PlayStation VR. Donc, j'ai trouvé ça très drôle. Je vais vous le copier dans le chat de Twitch. Allez faire un tour, c'est un article de Polygon. Ça explique comment le faire si jamais vous avez un PlayStation VR à la maison. Si vous avez ça, vous allez pouvoir l'utiliser. Potentiellement que ça peut fonctionner aussi sur une Wii U. C'est HDMI, donc exact. C'est possible. C'est techniquement. Justement, il faut que je t'avoue que cette semaine, j'ai vu qu'il y avait des stocks de retour de PlayStation VR et j'en ai acheté un. Oh, J'étais pas certain que j'allais me lancer, puis finalement, j'ai pas acheté le bundle complet parce que j'avais pas mal la moitié des affaires. J'avais la Eye, puis j'avais les jeux PS World. J'ai une quinzaine de jeux. Même j'ai reçu des jeux d'Ubisoft là, cette semaine, donc l'embargo tombe bientôt, je vais pouvoir en parler. Mais il y a beaucoup de stock qui s'en vient, puis on dirait que j'ai l'impression que je vais manquer des occasions. Sony m'a envoyé Drive Club VR dès que je leur ai dit que j'avais acheté la PlayStation VR après avoir retourné celle qui m'avait envoyé. Donc, je pense que je vais parler de ça dans les prochaines semaines. Ouais, vois-tu, il y a Mike de Course 36 sur Twitch qui nous dit j'ai essayé aussi sur PC le PlayStation VR et puis ça fonctionne. Ah, je suis pas surpris. Ouais, fait que toi, tu nous testes ça puis tu nous fais une critique la semaine prochaine. Non, c'est pas vrai.
Non, mais si jamais tu essayes, tu nous diras qu'est-ce que ça donne. Apparemment que l'expérience est pas optimale parce que ce ne sont pas des jeux qui sont optimisés pour ça. Ça nous donne une expérience standard. Puis en général, ça sort mieux sur une télé. Mais c'est quand même une belle façon de rentabiliser l'appareil, je trouve, si vous n'avez pas acheté beaucoup de jeux au lancement ou que les jeux de lancement ne vous intéressent pas. Si tu utilises Steam Virtual Desktop, puis tu mets ton... Oui. Tu installes ton PlayStation VR, je suis convaincu que ça va fonctionner comme si c'était un Oculus. Donc, on verra. Je vais essayer de regarder ça en détail dans les prochaines semaines. Oui. En tout cas, mais bref, c'est une belle façon de montrer que finalement, c'est pas un appareil qui peut être limité seulement qu'au gaming sur PlayStation. Je trouve ça très cool. Là, à ce moment-là, ça rend l'appareil beaucoup plus attractif. Attrayant. Attrayant, merci. Beaucoup plus attrayant. Attirant, attrayant. Yep. Excitant. Puis on n'ira pas plus loin. Non, c'est ça. Je suis en train de chercher un mot plus cochon, mais j'ai laissé faire. Ouais, je me suis arrêté. Yes. Fait que, hey, Anthony, c'est déjà fini pour cette semaine. Dis-moi donc, si les gens veulent discuter avec toi cette semaine, où ils peuvent aller, à part aller sur Curse? Ça va être difficile parce que si vous discutez avec moi sur un autre set, ça se peut que ma tête saute. Fait oui, que c'est vrai, j'essaie de pas tenir ça. Toi pis ton Galaxy Note 7. C'est drôle parce que ils ont refusé chez UPS de me le reprendre. Fait que c'était vraiment un gros malaise. Je savais plus quoi faire. Puis aujourd'hui, j'ai reçu une autre boîte de Samsung, une boîte vide pour que je reship mon autre, celui qui devait fonctionner. Fait que ça, c'était un gros malaise. Mais sinon, écoutez, le plus simple là, pour communiquer avec moi, c'est sur Twitter, @Gravel15. Sinon, mais j'ai ma propre page Facebook, donc vous pouvez me chercher Anthony Gravel. Ou vous pouvez aussi me lire sur Geeks.com où est-ce que je publie toutes mes critiques. Donc vous pourrez lire celle de Dragon Quest 7, la quête des vestiges du monde que j'ai publié plus tôt durant le week-end, et Gears of War 4 que j'ai publié ce matin. Ah, ok, cool. Écoute, dans mon cas, c'est facile. C'est évidemment la meilleure place pour jaser avec moi, c'est sur Curse. Donc, le lien qu'on vous a donné un petit peu plus tôt. Mais je contrôle aussi tous les comptes officiels de l'Épée Légendaire. Donc, vous allez retrouver tout ça directement sur notre site web épélégendaire.com. Je suis aussi sur Twitch, @TremblayMax. Vous pouvez aussi venir sur ma chaîne Twitch. J'ai dit sur Twitter. J'ai dit sur Twitch, mais je suis sur Twitch @TremblayMax. Sur Twitter @TremblayMax. MaxTremblay.tv. Maxime-tremblay.com. Facebook. Twitter. Google+. Google+, je suis plus là. Pornhub, je suis plus là non plus. Voilà. Fait que c'était tout pour cette semaine. Merci tout le monde de nous avoir écoutés et ou regardés. On vous donne un rendez-vous la semaine prochaine, on l'espère, pour un autre podcast de l'Épée Légendaire. Au revoir tout le monde. Ciao.